Bonjour, bienvenue à cette présentation des documentaires essais adultes de la salle de monde de février, des incontournables. Mais auparavant, je vais quand même signaler quelques titres de la salle de monde de janvier. Sur la plateforme, j'en ai fait des à voir, donc au mois de janvier, vous les avez sûrement vus. Mais là, c'est ça, j'ai fait un tri, parce qu'il y en avait quand même plusieurs, parmi d'autres incontournables que je considère comme, bon, voilà, il fallait que j'en parle de vive voix pour vous les présenter, donner une deuxième chance, si je puis dire, à tout ça. Donc, je commence ici. En sciences, nous avions deux livres de Carlo Rovelli. La nouveauté et également ici une réédition de certains articles de cet auteur-là. Carlo Rovelli, Helgoland, c'est vraiment fascinant, c'est un métaphysicien, excusez-moi, un astrophysicien. Voyez-vous le biais que je fais avec ce livre-là, mais qui était très intéressant parce que spécialiste de la physique quantique, des particules, l'infiniment petit, mais aussi de l'astrophysique, Rovelli va poser des hypothèses sur le sens de tout ça. Donc oui, nous sommes dans une certaine métaphysique en philosophie, donc une pensée philosophique, une pensée du sens, de qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et c'est vraiment fascinant pour le lecteur de tous les jours. Il ne nécessite pas de connaissances physiques ou mathématiques particulières comme dans certains ouvrages. Donc Carlo Rovelli, on en a parlé beaucoup au mois de décembre, janvier en Europe. Vous pouvez le retrouver. Vraiment quelqu'un de très intéressant. Et ici, nous avons un recueil de ses articles, si vous désirez aller un peu plus loin dans ce qu'il a écrit, peut-être un peu plus scientifique, écrit Vagabond. Vous allez voir, je vais être un peu éclectique ici. Musique, traverse et horizon en 400 disques. Qu'est-ce que ça veut dire aux éditions Le Mot et le Reste? Je vous en ai déjà parlé. Très bonne maison d'édition au niveau musical. C'est que vous allez retrouver 400 disques, effectivement, de tout horizon, mais des disques, tant qu'à moi, qui ont été extrêmement ignorés, inconnus. Moi, j'en ai retrouvé quelques-uns qui me disaient quelque chose, les artistes. Et c'est ça, c'est comme une exploration de la marge musicale, des disques exploratoires, uniques, un peu des ovnis dans le monde musical. Et on l'explore avec une courte critique, une courte présentation, et ça donne vraiment envie d'aller explorer à notre tour tout ce monde musical qui n'est vraiment pas dans le courant principal, comme on dit, de la culture. Donc ici, musique en 400 disques, vraiment intéressant. Il y avait en littérature, essai, Jacqueline Risset, qui a été une très grande traductrice de Dante, Alighieri Dante. Et elle a écrit aussi une très grande chercheuse, penseur sur les écrits de Dante. Et là, c'est 33 écrits sur Dante réunis. Alors, ça fait le tour. Si quelqu'un veut s'initier, je dirais, à la pensée, à la littérature, au monde de Dante, au monde qu'il a élaboré il y a plus de 500-600 ans, si je ne me trompe pas ici. Comment il a marqué jusqu'à aujourd'hui la littérature, pourquoi des auteurs connus s'en inspirent encore, se sont inspirés. Alors, ce sont des essais que j'ai trouvés magnifiques, une plume, une intelligence sur les Dante, mais qui dépasse également, vous l'aurez deviné, l'auteur propre ici. Donc, c'est un voyage dans la littérature italienne de l'époque et aujourd'hui aussi des répercussions de cet auteur-là. Donc, 33 écrits sur Dante. Nous allons en philosophie. Jacques Bouvresse, Les foudres de Nietzsche. Jacques Bouvresse est un auteur, un philosophe français,
qui faisait bande à part, entre guillemets, qui a toujours été un peu le trouble-fête. Et dans ce livre-là, il redresse, d'après lui, les torts qui ont été faits dans la traduction, la compréhension par certains auteurs, entre autres Deleuze, Foucault, des écrits de Nietzsche, certains écrits de Nietzsche. Et là, lui, Bouvresse se fait un devoir, à partir des textes, et qu'il a une connaissance très précise de la philosophie de Nietzsche aussi, de redresser ce qu'il considère des torts d'interprétation. Alors, on a ici une lecture de Nietzsche qui est plus radicale, devrais-je dire. Nietzsche n'est pas un auteur de gauche, mais plutôt de droite, entre guillemets. Plein de choses comme ça. Donc, les foudres de Nietzsche remet un Nietzsche qu'on avait peut-être occulté dans la culture philosophique française, ici. En spiritualité et religion, un très beau livre aux origines de la Bible. Donc, on a quelque chose ici avec les découvertes archéologiques, naturellement les traductions, les exégèses de la Bible, des livres. On retrace l'histoire de ce livre-là, la place qu'il prend naturellement dans notre culture occidentale, mais planétaire, devrais-je dire. Donc, aux origines de la Bible, très fouillé, très fouillé par des spécialistes. C'est un plaisir de découvrir petit à petit comment ce livre s'est formé ici. Un voyage extraordinaire. Je reste... en poésie, il y avait, parce que le livre est tellement beau aussi, aux éditions Les Belles Lettres, si vous mettez la main dessus, c'est magnifique. Les poèmes choisis de John Keats, poète anglais ici, magnifique reproduction de ses poésies. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un grand poète et c'est un romantisme absolument merveilleux. Toujours en spiritualité, je ne sais pas si vous avez passé à côté, j'espère que non. Albin Michel a fait Yoga, l'encyclopédie, sous la direction de Tartan Masquelier, un très grand connaisseur de la philosophie, la culture indienne, la culture du yoga, des textes de la spiritualité hindoue. Et bien sûr, là-dedans, vous allez retrouver plus d'une centaine de collaborateurs, puisque ce sont des chapitres, des sections ici, bien illustrées. On aborde naturellement le yoga sous toutes ses facettes, spirituelles, historiques, purement physiques. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, à la fin, il y a plusieurs chapitres vers l'implantation, l'histoire globale de l'implantation du yoga comme système physique et spirituel en Occident. Donc en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Russie. Donc, un ouvrage précieux, un ouvrage de référence qui jamais se démodera. Dans 50 ans, ça sera toujours bon. Les références, il y en a des centaines là-dedans. Alors, c'était vraiment un livre... et ça malgré sa grosseur, ça se manipule très bien, moi j'ai trouvé. Bien solide, cartonné. Très beau livre ici. Un livre particulier, vraiment particulier, très pratico-pratique, d'une grande penseure américaine sous son nom de Star Hawk, écoféministe de première heure, une grande penseur sur l'écologie, le féminisme, mais d'une façon, une des premières qui a replacé le sacré du féminin, la spiritualité. Pour ceux et celles qui la connaissent, elle est une sorcière, comme on dit, comme elle se pense, comme elle se nomme elle-même. Donc, c'est reprendre le féminin fondamental. Elle a été une très grande chercheuse dans ce domaine-là. Et là, pratico-pratique, ce livre-ci, comment s'organiser. Alors, je pourrais dire, je présenterais ce livre comme une espèce de manuel pratique
pour tous les organismes, entre guillemets, qui veulent faire une révolution, et, entre guillemets aussi, c'est-à-dire OSBL, j'imagine ici comment s'organiser dans petits mouvements de femmes, d'hommes, un comité, peu importe ici, mais comment mettre les choses en place, pratico-pratique. Alors c'est vraiment, c'est ça, on passe des questions, des questionnaires, comment faire gérer une équipe pour que ça soit le plus juste possible. Comment s'organiser. Je passe ici quelque chose de très, très, très intéressant. Infographie de la Révolution française. Là encore, infographie, le mot est très important parce que la présentation sur ce sujet-là se fait à l'aide des instruments de l'infographie, donc schémas, symboles, diagrammes, images. C'est merveilleux. Ça porte sur le thème de la Révolution française. J'ai pas lu grand-chose là-dessus, fait comme ça, à la différence d'ouvrages très, parce qu'il s'est écrit énormément de choses là-dessus, donc d'ouvrages très spécialisés, très profonds, très riches. Là, moi j'ai été surpris parce que j'ai réussi à comprendre finalement des choses sur la Révolution française grâce à cette présentation. Donc, très aéré, on tourne les pages et ah oui, c'est vraiment intéressant. Infographie de la Révolution française, ici. Qu'avons-nous d'autre ici? Je le signale, artiste africain de 1882 à aujourd'hui, donc chez Phaidon, très bien pour célébrer le mois des Noirs. Donc on est naturellement dans l'esthétique, l'art africain, une ligne historique de voir qu'est-ce qui se fait comme tel en Afrique depuis 100 ans. Essentiellement de la peinture, photo, peinture. Donc, artiste africain ici. Je vais passer maintenant sur les incontournables de la salle de monde de février. Donc, je vais accélérer ici. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons alors un livre pour nos clients bibliothécaires, mais à tous ceux et celles qui s'intéressent aux bibliothèques dans l'architecture. Alors, un très beau livre, très inspirant. Même si on n'est pas architecte, même si on n'est pas un bibliothécaire, mais voir qu'est-ce qui se fait à travers le monde, comment, dans le fond, un lieu dédié aux livres est présenté et mis littéralement en forme par l'architecture. Alors c'est vraiment étonnant, il se fait des très belles choses actuellement, j'allais dire pour le livre, mais pas uniquement, parce qu'on voit à travers ça que la bibliothèque est vraiment un troisième lieu, comme on dit, sinon un quatrième lieu, bien plus comme un lieu de vie autour du livre, mais avec bien d'autres choses, comme tel dans des bâtiments qui font vraiment rêver ici. Les bibliothèques dans l'architecture. Je reste dans l'art, quelque chose que vous devez, si vous avez la chance prochainement de passer par Paris, arrêtez-vous au Grand Palais. Il y a une exposition actuellement de Anselme Kiefer, que vous connaissez, qui s'appelle Pour Paul Celan. Paul Celan était un grand poète allemand, juif allemand, ici, qui a beaucoup, par sa poésie, qui est magnifique, je ne pourrais pas en parler, je n'ai pas les outils comme tels, il faut la lire, qui est en même temps une réflexion extrêmement profonde, dérangeante, au sens, j'allais dire, sacré du terme, là, sur l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, l'extermination des Juifs, donc autour de la poésie. Et là, Anselme Kiefer va donner un hommage, un dialogue avec cette poésie de Paul Celan. C'est absolument bouleversant. C'est un livre à contempler. Je voulais en parler parce que pour avoir lu là-dessus,
dernièrement dans les journaux français. Vous avez au début ici certaines personnes qui vont sous forme de présentation, de lettres aussi, vont parler de cette exposition. C'est incontournable ici. Nous allons écouter en littérature. Je le souligne parce que c'est toujours très riche de le lire. Michel Tournier, contrebandier de la philosophie, Arcade Gallimard. Cette conférence suivie d'échanges avec le public. Donc, j'adore, vous me connaissez, ces échanges, justement, questions-réponses avec l'auteur, son public qui est là, autour. Là, c'est autour des livres, des auteurs, la philosophie, que Michel Tournier s'est inspiré pour ses livres, écrire ses livres, son imaginaire, sa pensée. Donc, contrebandier de la philosophie, des heures de plaisir, de lecture ici. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Emily Dickinson en poésie. Je cherche l'obscurité. Voilà, c'est rare que je parle de poésie ici. Je laisse habituellement la place à mon collègue Benoît, mais voilà, c'est une poésie magnifique. Ne passez pas à côté de ça. Là aussi, c'est intemporel et dans 50 ans, 100 ans, le livre que vous aurez acheté sera toujours bon. Donc d'un côté, vous avez, ce qui est intéressant quand même, l'anglais, et de l'autre côté, la traduction française. J'aime bien lire et voir dans la langue originale versus la traduction. Je cherche l'obscurité. Très belle, très magnifique. Nous restons un peu dans la littérature. Un auteur que j'aime beaucoup, Roberto Calasso. C'est un auteur dont j'ai déjà parlé. Il a écrit des livres, un très fin connaisseur de l'univers indien, la mythologie indienne, hindoue, la philosophie, les textes. Et là, un petit inédit, parce que Calasso est décédé il y a quelque temps, ce qui est unique chez Baudelaire. Alors, ce n'est pas pour les connaisseurs de Baudelaire, c'est, si vous l'aimez, vous l'avez lu dans ses poésies, ses écrits, ses essais, c'est un auteur immense, naturellement. Là, c'est un regard d'un très grand penseur, écrivain, sur un autre, Baudelaire. Et ses réflexions ouvrent un champ de lecture, de possible, d'imaginaire, vraiment très bien. Et c'est très relativement court. Il y a des petits chapitres qu'on lit, qu'on effeuille comme ça, d'un vagabondage intellectuel absolument délicieux. Là, on est en psycho, mais de façon large, psychosociale, qui tombe en plein dans le mille, le complotisme, cognition, culture et société chez Mardaga, donc il n'y a rien de plus sérieux que ça. S'il y a un livre que vous devez présenter à vos usagers, aux enseignants, peu importe ici, sur le complotisme, c'est celui-ci. Ça fait le tour de la question sous toutes ses facettes, également historiques, sur toutes sortes de complots, comment on en vient, comment un individu en vient à aborder, à faire sien ces théories du complot. Alors c'est expliqué ici, très scientifique, mais pas ennuyeux du tout. On met de l'information naturellement, on rentre là dans quelque chose de plus solide, au-delà de l'opinion publique de tous les jours. Qu'est-ce que le complotisme? On passe ici, je passe quelque chose en philosophie. J'aime bien cette collection-là, donc je vous la présente pour le titre, mais également pour la collection. Chemin philosophique aux éditions Vrin, édition honorable en philosophie, très 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 honorable. Qu'est-ce que le transhumanisme? Donc par le sujet, j'ai l'habitude de dire, de le présenter comme un que sais-je, que vous connaissez sûrement, la collection que sais-je, mais avec une ou deux coches au-dessus, par le contenu plus solide,
plus exigeant peut-être, mais pour les étudiants, pour le public, pour aborder une thématique pour une première fois avec des connaissances solides, c'est merveilleux ça. Et là, ça porte le transhumanisme, sujet qui m'intéresse particulièrement ici. En sciences humaines, Thierry Volton, Penser le communisme. Thierry Volton est un grand spécialiste du communisme, de la mouvement politique, social, culturel également, sociologique, du communisme du début du siècle. Il a écrit entre autres une encyclopédie du marxisme en 3 volumes, donc c'est un exégète ici. Et là, dans ce petit livre que j'ai trouvé très bien, il va faire un tour d'horizon des communismes, du communisme, mais également aujourd'hui, de façon contemporaine, qu'est-ce que Marx aurait encore à nous dire du marxisme devant le travail virtuel, devant les mondes virtuels, devant cette transformation de la société. Donc Thierry Volton, Penser le communisme. Ben oui, on ne pouvait pas passer à côté. Nouveau livre de Cyril Ouzvet, dont j'ai déjà parlé il y a quelque temps. Que sommes-nous ici? Essai sur la condition humaine. Donc un beau livre, j'ose dire, de philosophie. Mais connaissant Cyril Ouzvet, vous savez qu'elle écrit ses livres de philo. On ne sera pas toujours d'accord avec ça, mais elle écrit, je ne dirais pas comme un roman, mais elle a une façon de raconter, puisque c'est une femme qui est autodidacte, qui a accumulé et digéré, devrais-je dire, une immense somme de connaissances, de lecture, depuis si vous la suivez, depuis ses premiers essais qu'elle a écrits. Elle est particulièrement attirée par le conflit ou la question corps-esprit. Donc là, que sommes-nous? C'est une très belle réflexion sur la condition humaine, notre existence. On vagabonde entre la psychiatrie, la philosophie du langage, l'existentialisme, en compagnie de Cyril Ouzvet. C'est incontournable. 2 publications de Suzanne Sontag que vous connaissez. Je ne pouvais pas ne pas en parler ici, en essai littéraire. Ces 2-là ont été comme des best-sellers, si on veut, dans ses écrits des années 70. Le premier, sur la photographie. Le deuxième ici, la maladie comme métaphore et le sida et ses métamorphoses, et ses métaphores, pardon. Suzanne Sontag. Je connais plus celui-ci sur la photographie à partir d'un projet de Suzanne Sontag, elle dit elle-même, d'écrire sur la photographie à partir d'une collection du Musée national de New York, Galerie nationale. Elle se rend compte que parler, penser le statut de la photographie revient, elle le dit elle-même, et c'est ça qui est fascinant dans cet écrit-là, revient à réfléchir sur la place de l'image dans nos sociétés et notre relation à elle, elle à nous, et comment le monde est construit autour de l'image, nos relations à tout ça, complexe, à partir d'une réflexion sur la photographie. Donc Suzanne Sontag, incontournable ce mois-ci. Toujours, je reviens ici en philosophie. Un auteur que j'aime beaucoup, grand public, très bien, immense culture, François Doss. Odile Jacob vient de sortir Amitié philosophique. Alors, on parcourt sur quelques chapitres des couples philosophiques français, Foucault, Deleuze, Raymond Aron, Sartre, Sartre avec Merleau-Ponty. Et ce qui permet de voir, parce que bon, c'est des figures emblématiques de la pensée française, de la philosophie européenne, mais naturellement qui ont débordé, comme vous savez, le simple territoire européen. Et c'est un voyage, biographie intellectuelle de ces auteurs, leurs relations, donc c'est pas vraiment une introduction
à ces auteurs-là, mais plutôt des moments charnières de ce développement, devrais-je dire, des 30, 40, des années 60, 70, 80, 90 de la pensée française qui a rayonné à travers le monde, à travers des auteurs clés et la relation entre eux. Donc, moi j'adore parce que c'est plein de... François Doss a une culture immense des sciences humaines. Il a écrit des très beaux livres là-dessus. Et voilà. Qu'est-ce que deux autres livres pour terminer. Là encore, en littérature, Italo Calvino. Tourner la page. Ce sont Gallimard, des essais réunis d'Italo Calvino, le grand auteur italien que vous connaissez. Alors, un peu comme Michel Tournier, j'en parle parce que là, vous avez une œuvre incontournable, exceptionnelle, des essais sur ce grand écrivain, aussi penseur, un peu à la manière d'Umberto Eco, qui écrit des livres, oui, mais qui a été une immense érudition. Donc, Italo Calvino nous fait partager tout ça ici. Tourner la page. Dernier livre d'un auteur philosophique, mais qui est ici en essai littéraire, philosophe américain décédé il y a quelque temps déjà, Stanley Cavell, qui a énormément écrit sur le cinéma, entre autres, littérature, cinéma. Là, il présente un livre qui s'intitule « Le déni de savoir » dans 7 pièces de Shakespeare. Ça pourrait paraître abscon et très spécialisé. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas nécessaire d'avoir lu, digéré et connaître à fond les tragédies, les pièces de Shakespeare qu'on présente ici, qui sont de toute façon connues du grand public. Pour voyager, pour comprendre avec Stanley Cavell qu'à travers ces pièces, c'est toute l'existence humaine qui est mise en exposition. Et donc c'est un voyage, je devrais dire, intemporel sur la condition humaine, particulièrement le déni de savoir qui forme l'humain, ici, la mauvaise foi, si je pourrais dire, dans les pièces de Shakespeare, comme exemple, comme support. Donc, l'important n'est pas tant les pièces de Shakespeare, c'est pas une analyse tant des pièces de Shakespeare qu'une analyse de l'existence humaine à travers, comme support des pièces de Shakespeare, ici. Très beau livre de Stanley Cavell. Voilà, donc je vous souhaite une bonne navigation dans la salle de monde de février, découvrir des avoirs, aller voir naturellement les capsules, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis toujours là, vous pourrez répondre pour parler de certains titres si vous le désirez. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la salle de monde de mars. Bonne lecture et bon mois. Au plaisir. Au revoir.